Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous voulons parler des urgences. Les urgences, nous voulons que ceux qui sont de l'autre côté à l'est et les prestataires de santé puissent aussi avoir quelques notions dans les secteurs, dans les cas de guerre, dans les cas de l'agression. C'est quoi les urgences? Nous avons fait appel à quelqu'un que vous connaissez déjà beaucoup, à quelqu'un qui passe de temps en temps dans cet espace. Il s'agit du docteur Roger Kabango, il est réanimateur et urgentiste. Il prête ses services ici dans la ville de Kinshasa. Il a l'expérience parce qu'il a plusieurs fois fait des interventions quand il y a eu des catastrophes aussi à l'Est et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Alors la première question, nous voulons savoir auprès de notre invité, docteur, c'est quoi l'urgence? Une urgence, c'est une situation qui nécessite une prise en charge adéquate dans un bref délai. À ne pas confondre avec les services des urgences des hôpitaux. L'urgence ici, c'est un problème médical, patent, aigu, qui doit être vraiment bien pris en charge par un spécialiste du domaine pour éviter que la mort s'ensuive. Nous, en tant qu'urgentistes, nous sommes des médecins spécialisés dans la prise en charge des patients en situation d'urgence, comme je vous ai dit. Et ces situations d'urgence-là, c'est quoi? Nous avons deux grandes familles d'urgences. Les urgences intra-hospitalières et les urgences extra-hospitalières. Quand nous sommes à l'hôpital, deux fois nous les urgentistes, on nous appelle. Peux-tu avoir en pédiatrie, en gynéco, en médecine interne, dans n'importe quel autre service ouvert, un problème aigu qui nécessite une intervention de l'urgentiste du réanimateur. Là, c'est au niveau de l'hôpital. En ce qui concerne les urgences extra-hospitalières, là, nous sommes en dehors de l'hôpital. Et c'est le gros lot des patients que nous recevons beaucoup plus aux urgences. Ce service-là n'est pas encore très bien développé ici chez nous, puisqu'il y a une étude que nous avions menée il y a de cela 5 ans, 5 ou 6 ans. Ces urgences-là, on a tenté de faire quelque chose avec, par le biais du programme national d'urgence et d'action humanitaire, avec des véhicules qui étaient commis pour cela, mais ça n'a pas bien marché. Vous imaginez dans d'autres pays, les patients qui arrivent aux urgences, plus de 80% des patients qui arrivent au service des urgences présenteraient un problème vital qui nécessite une urgence dans sa prise en charge. Nous avions à peu près 80% de ces patients-là qui passaient, qui transitaient par des services spécialisés extra-hospitaliers. Mais ici, chez nous, c'est vraiment le contraire. Dans d'autres cieux, nous sommes au-delà de 80%, mais chez nous, on était à moins de 0,5%. Il a fallu qu'il y ait la Covid avec l'organisation des services de prise en charge externe du secrétariat technique. Nous sommes montés jusqu'à 1%. Après la Covid, nous sommes redescendus à 0,5%. C'est-à-dire quoi? Quand il y a un cas d'urgence, ce ne sont pas les services organisés qui vont chercher ce patient pour l'examiner à l'hôpital. Donc les patients se débrouillaient, en tout cas les familles se débrouillaient à bord des taxis, véhicules personnels, ainsi de suite. Non, actuellement, dans un pays qui se respecte, quand il y a ce genre de problème vital, on délègue, on appelle un numéro vert et les médecins, le personnel spécialisé se rend sur les lieux, il prend le patient en détresse vitale, il l'amène à l'hôpital. Dieu merci, grâce à la politique actuelle du chef de l'État, la couverture de santé universelle, vous le connaissez bien, du côté de la maternité, comme ça se passe actuellement dans la ville de Kinshasa, dans la prise en charge des femmes enceintes, nous avons remarqué que ce taux-là commence un peu à monter, puisque bien sûr c'est beaucoup plus de transferts inter-institutionnels, mais nous sommes déjà aux alentours de 4 à 5%. Nous voulons que
ce service-là, extra-hospitalier, puisse bien travailler, que nous atteignions ne fût-ce que les 20% et ainsi de suite, voir comment nous allons monter. C'est un peu ça. En ce qui concerne les types d'urgences, il y en a beaucoup, spécialité par spécialité. Il y a des urgences médicales et des urgences chirurgicales. Même du côté chirurgical, il y a des urgences traumatiques et des urgences non traumatiques. Ça, c'est toute une autre notion. On ne saura pas aborder toutes ces thématiques, mais on parle aussi des urgences routières. Est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus? Les urgences routières, il faut que les gens comprennent. Ça, c'est une notion, je pense qu'il faut qu'on puisse marteler là-dessus, qu'on puisse vraiment médiatiser. C'est vous, la presse, qui devez nous aider à ce point-là. Qu'est-ce qui se passe? Les urgences routières, moi, je suis un agent de sécurité routière en tant qu'urgentiste. Les urgences routières, nous avons deux types d'urgences routières. Les urgences routières sécuritaires et les urgences routières de secours. Les urgences routières sécuritaires, c'est quoi? Premièrement, le président de la République. C'est une urgence routière sécuritaire. Quand vous voyez le convoi, le cortège du président de la République, il faut respecter. Ça se passe comme ça partout ailleurs. J'ai eu cette grâce-là, j'ai vu le cortège de Trump, c'était en 2019 aux États-Unis, à Washington. J'ai eu la chance de voir le cortège de Macky Sall au Sénégal et de Thabo Mbeki. Ce sont les trois présidents que j'ai vus dans leur pays. Le cortège, vous voyez qu'on respecte le cortège et très souvent le parcours que prendra ce cortège-là est sécurisé et même dégagé. Dès que le président passe, et ensuite la circulation reprend. C'est comme ça. Les urgences sécuritaires, d'abord le président de la République. Deuxième urgence sécuritaire, c'est quoi? Le convoi de monnaie. La monnaie en espèces. Chers amis, quand vous voyez le convoi là de la Banque centrale avec des policiers, je ne sais pas si vous avez déjà croisé ça quelque part, il faut laisser passer. Parce que chez nous, on n'a pas cette culture-là d'attaque de ce genre de fourgonnettes de la Banque centrale, ainsi de suite. Mais ailleurs, ça se passe. Quand vous voyez ce genre de convoi-là de la Banque centrale avec des policiers en train de klaxonner, il y a des gyrophares, ainsi de suite. Ça, ce sont des urgences sécuritaires. Laissez la place. Nous passons maintenant aux urgences de secours. Là, nous en avons trois. Première urgence de secours, ce sont les ambulances. Quand vous voyez une ambulance, laissez passer. Même s'il met les gyrophares, oui, vous ne savez pas ce qui se passe là à l'intérieur. Laissez passer, c'est un véhicule, vous laissez passer. Puisque nous savons ce qui se passe dans les urgences. Une fois, moi, j'ai eu à gérer une grande autorité au sortir de la clinique Ngaliema pour l'amener vers le CNK. Et au sortir de la clinique Ngaliema, il y avait ACR, arrêt cardio-respiratoire. J'ai eu à réanimer seul dans l'ambulance. J'étais seul avec ce patient dans l'ambulance et l'ambulance est devant. Et vous savez, pour moi, il fallait que j'arrive vite au niveau du centre médical de Kinshasa. Donc, vous comprenez dans quel état nous sommes lorsque nous sommes derrière là avec un patient vraiment instable. Deuxième urgence de secours, c'est les sapeurs-pompiers. Bien sûr, ici chez nous, ce n'est pas encore bien développé, mais il y a une ébauche et avec l'actuelle prison, vous voyez qu'on est en train de réhabiliter, ainsi de suite. Et nous sommes là comme experts, nous pouvons les appuyer. Nous sommes là comme experts. Les sapeurs-pompiers, peut-être qu'il y a un incendie, ainsi de suite, un éboulement, ainsi de suite. Il faut les laisser. Il faut les laisser passer. On a fait ça il y a de cela 10 ans au niveau des diplomates, lorsqu'il y avait effondrement des meubles de ce côté-là. Et vous avez vu, nous avons intervenu, mais moi, en tant que médecin urgentiste, je ne peux pas entrer dans cet éboulement, mais les sapeurs-pompiers peuvent le faire, ils entrent et dès qu'ils font sortir la victime, et moi j'interviens. C'est ce qu'on avait fait, on a eu à sauver 2 vies humaines. Troisième type d'urgence de secours, c'est la police. On entre chez toi, on est en train de cabrioler, on appelle l'institut, la police est en train de se rendre. Laissez la place à la police. On a vu ça un peu partout, donc il faut respecter cela. Je voulais savoir un peu parmi ces urgences-là, quand on voit les corbières, avec tout ce qui est comme cortège, et on voit de fois aussi avec, bien sûr, avec des motards, là, est-ce que c'est aussi, on peut classer ça dans la même lignée? Non. Un corbillard n'est pas une urgence de secours, n'est pas une urgence routière. Bien sûr, respect aux morts, mais toi, qui es en train de te rendre
au service. Par exemple, moi, peut-être qu'on m'appelle, il y a une césarienne. Il faut que j'arrive en moins de 30 minutes, sinon il y a souffrance fétale, l'enfant risque de mourir, ainsi de suite. Je suis en cours de route dans ma voiture privée. Vous comprenez? Et de l'autre côté, il y a un corbillard. Quelle est la véritable urgence? Les gens verront les gyrophares, ainsi de suite, mais un corbillard n'est pas une urgence. Même si vous arrivez à la nécropole en retard et qu'on aurait dû fermer, vous laissez le corps, il passe la nuit là-bas, et puis le lendemain, vous pouvez venir enterrer calmement, dignement. Mais la personne qui allait quelque part pour sauver une vie humaine, vous voyez que c'est différent. Et c'est pas seulement sauver une vie humaine. Peut-être vous aussi, vous avez un rendez-vous à la RTNC, il faut passer une émission peut-être en direct en moins de 15 minutes, 20 minutes, et vous êtes bloqué dans un embouteillage et il y a un corbillard devant vous. Vous voyez un peu le corbillard là, et même quand ils empruntent le sens contraire là, ah non, ces chauffeurs-là, il faut les arrêter. Il faut les traduire en justice. Un corbillard n'est pas une urgence routière. Parce que plus nous parlons des urgences, plus nous parlons, vous savez bien, c'est en tant que médecin urgentiste, quelle lecture faites-vous par rapport à la situation de l'Est, les déplacés qui ont quitté Goma, qui ont quitté le sud, qui vous imaginez un peu les femmes enceintes, les malades, ceux qui étaient sous traitement, ça un peu en tant qu'urgentiste, ceux qui avaient des plaies, des diabétiques, en tant qu'urgentiste, comment est-ce que vous arrivez à penser à tous ces gens-là? Et on parle même des hôpitaux qui sont débordés avec des patients. Ce n'est plus une urgence, ça devient une catastrophe. Vu le grand nombre de déplacés, des problèmes qui s'en suivent, on ne peut plus parler d'urgence. C'est vraiment la médecine de catastrophe. Est-ce qu'il y en a chez nous ici? Nous avons une médecine de catastrophe. Nous avons toute une équipe nationale, dirigée, coordonnée par le ministère de la Santé, avec le programme national d'urgence et d'action humanitaire que dirige mon maître, le docteur Malouka. Que nous saluons. Nous saluons en passant. Nous avons une équipe nationale pour ça. Est-ce que c'est la même équipe que vous avez intervenu à ça? Nous avons commencé par le premier cache de 2008 à Goma, avec la même équipe. Nous sommes passés à l'explosion de camion citerne à Sangé. Nous étions là. On a fait le crash d'avion de Kisangani, 2011. On a fait 2012 Brazzaville. La même équipe. On a fait, après le drame de Mpila, l'équipe congolaise c'était de la RDC, c'était la première équipe qui est arrivée à Brazzaville. Et on a implanté notre base à l'hôpital de Bakongo. C'est là que nous avons travaillé, nous avons opéré tous les cas qui étaient là qu'on avait mobilisés après notre état de lieu. Parce que nous avons pris des patients un peu par-ci par-là, mais nous avons déjà cheminé à l'hôpital de Bakongo et nous les avons opérés. On a fait même 2 craniotomies et les patients qui sont sortis indemnes. On n'a pas eu de casse, Dieu merci. Vous voyez, il faut une bonne organisation. Puisque ce qui se passe à l'Est, avec les Rwandais, les envahisseurs rwandais qui sont là, c'est une catastrophe. Quand vous voyez déjà un déplacement de plus de 10 000 personnes, sachez que de ce déplacement-là, il y aura de problèmes sanitaires. Et ces problèmes sanitaires, bien sûr, ce n'est pas d'abord les réanimateurs, les urgentistes qui sont au premier rang, ce sont des épidémiologistes, des secouristes, ainsi de suite. Mais lorsque parmi ces cas-là, à problème, quelques-uns qui nécessitent une prise en charge adéquate, là, il faut appeler maintenant aux spécialistes que nous sommes, les réanimateurs, les urgentistes. Et peut-être, on fait aussi la nécessité. Alors, quelle lecture, vous, en tant que Congolais, vous faites un peu de cette situation? Ah, c'est vraiment déplorable. Nous avons un chef de l'État qui se bat pour ce pays. Il faut que les gens le comprennent. Ce qui se passe à l'Est, moi je parle en tant que médecin, anesthésiste, réanimateur, urgentiste, c'est une catastrophe.
Vraiment, j'insiste, c'est une catastrophe qui frise même un génocide. Je pense qu'il faudrait, dans les jours à venir, lorsqu'il y aura à calmer de ce côté-là, on monte une équipe, l'équipe nationale des urgences, avec le programme national d'urgence et d'action humanitaire, et aller appuyer les médecins de Boujma et de Congo central, ainsi de suite, pour aller épauler nos amis de l'Est. Nous sommes prêts, c'est notre boulot. Nous sommes prêts pour y aller. Lorsqu'il y aura un calme, on pourra les épauler. Oui, je profite parce que je suis en France d'un médecin urgentiste. Que pensez-vous aussi de véhicules qui font le transport de carburant, de citernes là? Et souvent, nous voyons ça circule souvent aussi même en plein jour, alors qu'on a déjà enregistré de cas pareils dans notre pays. Monsieur, vous vous souviendrez, on avait organisé une émission en direct à la RTNC. Je me rappelle, c'était en 2011 ou 2012, à la RTNC. J'ai parlé de ce phénomène-là. J'avais dit d'abord, il y a une pullulation de stations-service, même à côté des maisons. C'est un danger. Deuxièmement, les camions citernes là, ailleurs, on ne les voit même pas. Ils viennent ravitailler les stations d'essence aux alentours de minuit, 1h du matin, dans la nuit. Et nous sommes ici en Afrique centrale, où il fait 2 fois 41 degrés, et vous avez un camion citerne entouré de plusieurs véhicules dans un embouteillage. Imaginez-vous que ces camions citernes-là puissent péter. Ça sera encore beaucoup plus une catastrophe. Pour la seule avenue de l'université, nous avons au moins une quinzaine de stations. C'est pour l'avenue de l'université. 15 de stations. Donc 15 Donc, stations. vous voyez, mais je me rappelle très bien, il y a cela 2 ou 3 ans, le chef de l'État avait martelé là-dessus. Sur la pullulation des stations-service. Une station de service ne peut pas être entourée de maisons d'habitation. Ça doit être quelque chose qui est à l'écart des maisons d'habitation. En fait, ici, il y a explosion. S'il y a explosion, le problème c'est que les flammes causées par ces genres d'explosions ne peuvent être maîtrisées que par le sabre ou bien par les extincteurs spécialisés. Or, vous avez une flamme de plus de 10 mètres. Quelle quantité? D'abord, pendant ce temps-là qu'il y a explosion, où est-ce que vous allez trouver le sable pour maîtriser cet incendie-là, ces flammes-là? On voit les petits tonneaux. Et puis non, les petits tonneaux là, c'est juste pour la station, ainsi de suite, quand ça commence au début, avant que ça devienne grave, et puis on peut utiliser. Mais lorsqu'il y a explosion, c'est là où ça fait mal. Lorsqu'il y a explosion. Et on en avait parlé, 5 ans ou 6 ans après, on a eu cet incident de Ngouba. C'est Ngouba. Au Congo central. 2 ou 3 ans après, il y avait explosion d'un camion citerne, je ne sais pas si c'était en Boudi ou quoi là. Qu'est-ce que vous proposez dans Chers amis, ce que nous proposons, c'est que le ravitaillement des stations-service puisse se faire la nuit. Aucun camion de CEP Congo ne peut circuler. Est-ce qu'il n'y a pas une loi comme ça? Nous sommes là. La loi, nous ne sommes pas des législateurs, mais si les législateurs viennent vers nous pour qu'on puisse préparer une loi pareille, nous sommes prêts. Il faut déjà la préparer, il n'y a pas de problème. C'est un peu ça. Parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne sont pas des spécialistes comme vous. Vous pouvez faire proposer et puis ils peuvent voir. Et puis, les zones de brûlure là, les zones de brûlure engendrées par ces genres de flammes sont des zones de brûlure très dangereuses, très douloureuses. Leur prise en charge, on a fait ça à Sangé, on a souffert pour maîtriser ces patients. Voilà un peu l'aspect des urgences dans les hôpitaux. Vous recevez aussi plusieurs cas des accidents par moto. Dites-nous un peu quelque chose, parce que d'après les dernières données, il semble qu'il y a plus des accidents. Des taxis moto. Et tout récemment, dans un hôpital, j'ai fait une consultation pré-anesthésique pour une dame qui a eu 2 os de la jambe gauche cassée suite à un accident de moto.
Et chose grave, je pensais que c'était une cliente qui était passagère sur une moto. Ce n'était pas le cas. Elle était devant, sur le trottoir, en train d'attendre un taxi-bus. Et la moto est venue vers elle et a cassé. Là, c'est un exemple. On va l'opérer, je pense, mardi ou mercredi. Je ne cite pas le centre en question. Donc, vous voyez un peu. Et sachez qu'actuellement, sur 100% des traumatisés que nous avons, 70% sont des traumatisés dus au taxi-moto. Plus de 70%. En ce qui concerne les problèmes des cérébraux, les problèmes de traumatisme crânio-encéphalique, plus de 60% consécutifs à un accident de taxi-moto. C'est devenu un problème de santé publique. C'est devenu un problème de santé publique. Récemment, il y a un de mes maîtres, le professeur Tiala, John Tiala, dans sa dernière publication sur le traumatisme crânio-encéphalique, il a fait allusion à ça. C'est un problème réel. Il faudrait qu'on puisse un peu jeter un coup d'œil et le bon. Je crois que le prof John Michel a mis en place aussi, surtout Récolte Roman, qui est nous suivons aussi le point. Oui. Il y a aussi un problème, je ne sais pas si on peut classer ça de social. Même les clients n'aiment pas porter des casques. Parce qu'on ne sait pas l'état d'âme de celui qui a apporté avant. Alors que dans des accidents, c'est le cerveau qui est plus victime. Mais quand nous tombons d'une moto, on tombe toujours tête première sur le macadam. C'est pour cela qu'on préfère à ce que les gens puissent se protéger avec le casque. Et les chauffeurs. Et le chauffeur et le client. Et un taxi-moto ne peut transporter qu'une seule personne, un seul passager. Mais chez nous ici, vous voyez des motos avec 4 personnes, 5 personnes. La fois passée, j'ai compté, c'était 6 personnes. C'était grave, ça c'est exagéré. Ça s'est exposé, 6 personnes sur une moto. Vous avez compris qu'il y a plusieurs thématiques à aborder. Je pense que nous reviendrons plus tard pour en parler. Mais docteur, si vous pouvez dire un mot pour aujourd'hui, et nous reviendrons pour d'autres thématiques. La ville de Kinshasa, c'est 15 à 16 millions de personnes. Il faut une éducation de masse et donner l'information. C'est à vous, j'insiste sur vous les journalistes là. Il faut donner l'information, savoir où chercher cette information-là. Nous sommes disposés à répondre à toutes les questions et entrer à notre spécialité. Et nous allons vous aider, nous allons atteindre un bon nombre de publics, de personnes après tant d'émissions que nous aurons à organiser. Je vous remercie. C'est avec joie de discuter, d'échanger avec le docteur Roger Kabamo, qui est réanimateur urgentiste. Il prête ses services ici dans la ville de Kinshasa. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a fait plusieurs interventions quand il y a des catastrophes. Vous l'avez bien entendu, il fait partie de l'équipe nationale qui intervient même en dehors de notre pays. Très expérimenté, c'était pour nous une occasion à ne pas louper, rater pour en discuter avec lui. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement pour un autre invité.